right. Bon. Bonjour tout le monde. Oh, bonjour. Alors, Hey, hey. Bonjour. là, je suis contente parce que, tu sais, on nous dit, oh, Montréal 24-24, hein, vous êtes beaucoup dans le dance music. Puis, OK, pour vrai, c'est vrai. Mais là, je suis contente aujourd'hui parce que on a un artiste hip-hop. Peut-être qu'on va en avoir un deuxième qui va se rajouter. On a Lunis. Ensuite, on a Keisha Paris, qui est agente junior pour l'agence d'artistes Fort. Bienvenue, Keisha. T'sais. Et nous avons aussi Fred Everything, bon, qui ne demande pas de présentation, qui est artiste, producteur depuis plus de 30 ans, avec de 300 titres, bon, une carrière assez impressionnante aussi. Et ma première question pour vous, c'est, j'aimerais parler de la gestion du catalogue, parce que je ne vous cacherai pas que je partage ma vie avec un artiste producteur aussi, puis des fois, j'ai l'impression qu'il n'y a pas toujours des contrats qui se signent, surtout avec l'abondance de labels indépendants qu'on voit aujourd'hui. Maintenant, c'est accessible ben, pas à tout le monde, mais c'est beaucoup plus accessible de démarrer un label de musique. Quels sont les risques quand on signe et qu'on ne prend pas de contrat, qu'on ne signe pas de contrat? J'aimerais commencer avec toi, Fred. En fait, il y a des risques, puis aussi peut-être des avantages, parce que si tu ne signes pas de contrat, techniquement, tu gardes ta musique. Donc, c'est ça. Puis si un label aussi, à un moment donné, tu ne reçois pas de statement, puis tu peux reprendre ta musique parce qu'il n'y a pas, en fait, il n'y a pas de contrat. Même s'il y avait un contrat aussi, ce serait un breach of contract aussi. Là, donc, Ah, mon Dieu, OK, c'est quasiment une bonne nouvelle. Et toi, puis toi, Lunis, auparavant, tu étais représenté par une agence. Là, maintenant, là, en parallèle de ta carrière en musique, tu es aussi entrepreneur en musique. Tu fais... Comme commencer, on dit, oh, we're just starting, you know what I'm saying? Je suis slow. J'aime apprendre étape par étape, you know what I'm saying? Ouais. Et là, aujourd'hui, tu produis encore. Parfait. Et comment le fait que maintenant tu te représentes toi-même a changé la façon dont tu abordes toute la paperasse en lien avec ta musique? Oui, c'est vraiment intéressant. Depuis que je suis solo maintenant, j'ai pris le temps pour apprendre toutes les parties financement, parties économiques, puis j'ai relayé ça avec mon art dans la musique, puis l'industrie aussi. Puis ça m'a fait réaliser comment il t'apprend pas vraiment voir comment de ton perspective sur ta musique, pas en tant que style, mais en tant que c'est quoi le mot en français, comme asset? You know, comme c'est un vrai material asset. Puis, les instituts, c'est le mot, institutions? Oui, les institutions. Oui, c'est ça, institution. Fait que, eux autres, leur goal, c'est d'avoir quelque chose qui vont leur donner à un minimum 5x, 5 fois le profit, on va dire. Puis, en tant qu'artiste, t'es pas comme appris pour comprendre ce concept, puis de voir, OK, qu'est-ce qu'on va faire ensemble, que ça va marcher pour nous deux. Comme, disons, Universal, tu as les ressources pour marketing, parce que moi, je viens juste de commencer, puis j'ai pas de network pour faire du marketing. Mais quand tu es jeune, tu vas pas savoir aucun de ça. C'est plus comme ils t'approchent avec le hype, puis avec leur style de marketing. Hey, si tu signes avec nous, je vais t'amener là, puis là, puis là, puis là. Mais là, tu sais, comme tu vas pas demander, OK, mais pour combien de temps? Puis c'est entre combien de pourcentage que tu vas avoir de mon compagnie? You know? C'est plus dans ce style-là. Fait que si comme artiste, on peut comprendre comment contextualize notre travail dans le realm matériel du monde de business, ça va être plus clair pour le monde qui ont l'argent, qui veulent investir sur ton art. Si j'approche un dude qui est comme, yo, j'ai un art, mon art il est super cool, le monde aime ça, mais comme legit, le monde aime ça, mais j'ai pas de pitch, j'ai pas de structure pour être, OK, mais si on fait un événement ici, ça va t'amener tant d'argent. Puis aussi, pour moi, dans un sens que je vais créer un soundtrack, que ça va continuer à faire quelque chose après le fait, you know? Ça prend aussi l'expérience pour comprendre c'est quoi cette valeur-là aussi. Pas cette affaire-là aussi, mais quand tu commences, il n'y a rien de ça. Oui. Et
Fred, je trouvais ça intéressant quand tu me disais, écoute, moi, je fais toute la petite paperasse pour s'assurer là, de ne pas laisser passer les petits dollars. Tu me parlais, tu sais, le licensing, le publishing, à quel point c'est important. Et est-ce que tu peux me dire si c'est quelque chose que tu trouves qui est négligé avec les artistes indépendants aujourd'hui? Oui, je pense que vraiment, c'est facile de négliger, par exemple, d'enregistrer ses titres à la SOCAN ou d'avoir un publieur, un éditeur, un publisher. Puis, c'est vrai que dans le temps, il faut voir à long terme. Puis, à un moment donné, c'est quelque chose que, en gardant son catalogue, je pense qu'il faut toujours garder son publishing. Là. À un moment donné, tu as cet argent-là qui arrive quand tu t'y attends pas. Puis ça va peut-être être, la différence entre que tu manges ou pas, là, dans un sens. Et là, vous me pardonnerez mon ignorance, mais est-ce que ça vaut la peine de s'enregistrer à la SOCAN quand notre musique est instrumentale ou est non francophone? Ah, bien sûr. Ouais? Oh, oui, oui. Okay. Oui, parce que puis c'est bien d'avoir un éditeur qui va aller chercher à l'étranger aussi. Tu peux garder la SOCAN pour le Canada et tout ça, puis avoir quelqu'un, comme moi j'ai mon éditeur qui est en France, et lui, ensuite il y a des deals avec des sous-éditeurs, donc il va chercher dans des endroits comme en Afrique du Sud, où est-ce que ma musique est très populaire, par exemple. Donc ça, par exemple, je ne sais pas, en Nouvelle-Zélande, tout ça. Donc avec toutes ces ententes, oui, c'est ça. Puis vraiment, on ne sait pas, mais la musique, elle joue partout. Tu sais, à un moment donné, ça joue. Tu n'y attends pas des vieux morceaux. Des fois, je vois ça, puis c'est vraiment hallucinant. Ça va être à la radio, tout ça. Puis, bon, on dit, bah, c'est pas des gros montants, mais au bout de la ligne, ça peut en devenir, au moins, ça peut juste aider à supplémenter les revenus, là. Maintenant, j'aimerais aussi parler de la création, favoriser la création. L'industrie aime lorsque les artistes se spécialisent dans un son ou un genre en particulier. Puis, bon, d'un côté de la mise en marché, on peut comprendre, c'est plus facile à vendre quand on sait à quoi s'attendre en termes de son, mais c'est sûr que ça limite aussi la liberté artistique des créateurs. Keisha, j'aimerais savoir, est-ce que cette spécialisation dans la musique rend ton travail de booking plus facile ou plus difficile? Quel genre de commentaires tu as pu entendre des programmateurs, d'artistes que vous représentez? Mais bien souvent, ce sont les labels ou les plateformes comme Spotify qui essaient de mettre les artistes dans des cadres, dans des cases. Mais les artistes ne créent pas la musique pour les labels. Ils ne créent pas de la musique ni pour les algorithmes. Ils créent à partir de leur expérience, leur curiosité et de ce qui se passe autour de eux. De notre côté, comme agent, comme fan de musique, ça nous rend notre travail quand même facile. Ouais. Est-ce que des fois, tu as dû sentir que tu devais un peu vendre la vision des artistes parce qu'eux, il y avait un événement qui, par exemple, un programmateur disait « Ah, j'aimerais booker tel artiste », mais cet artiste-là dit « Hey, écoute, moi, je m'en vais dans telle direction ». Y a-t-il des fois où tu as eu un travail d'influence pour pouvoir soutenir un peu la nouvelle vision d'artiste? Jusqu'à présent, ça gère bien? Jamais. T'es trop bonne pour ça. C'est quoi qui fait la différence, selon vous, entre un artiste qui réussit bien à bâtir une carrière sans se limiter à un seul genre, à votre avis? Je vais commencer avec toi, Lunis. Attends, le début, c'était comment... Des artistes qui réussissent à bâtir une carrière sans se limiter à un seul genre. Comment ils font? Ouais. T'as-tu une idée, toi, Fred? Je pense que C'est une bonne question, quand tu as les moyens, c'est du rebranding et ça donne une seconde vie une troisième, quatrième, cinquième vie à certains artistes. C'est un bon point, yeah. C'est vraiment de travailler sur la présence d'un brand, à la fois. Ça t'ouvre à toutes sortes d'opportunités de travailler sur pas juste la musique, mais disons sur la musique, right? Mais c'est pas juste entre artiste puis artiste, mais ça peut être artiste puis compagnie, artiste puis institution, artiste puis comme le SAT. Comme j'ai fait un projet avec Moment Factory l'année passée pour Mutech.
Puis avant ça, j'ai fait du travail avec Cirque du Soleil. Fait que je n'étais pas comme employé avec eux, j'étais comme artiste, créateur de musique pour un lab expérimental, you know? Et ça, c'est la sorte de choses que je fais. Mais c'est à cause que la raison pourquoi je me suis juste pris mon nom Lunis comme nom d'artiste, c'est mon premier nom, c'est parce que j'ai pensé que ça va me donner plus d'opportunités dans le futur si je veux être le domaine artistique, domaine de musique, domaine de production d'objets, disons. You know? Ouais, c'est comme tu dis, tu peux toujours réinventer ton expression pour adapter sur le temps. Ouais. Ouais. Moi, je suis d'accord avec ça. Pour ajouter à ce point-là, ça dépend de l'équipe autour de l'artiste. Je pense que avoir des personnes qui soutiennent ton évolution, qui comprennent ton univers d'artistique, ça change tout. Exactement. C'est ça que je réalise aussi, c'est que les nouveaux équipes de management sont plus basées sur le procès de développement au lieu de managing. Parce que managing, c'est presque comme du administrative work. C'est les contrats, c'est les bookings, whatever. Mais si les nouveaux équipes de management sont plus créatifs, je trouve. Puis pour m'aider à bien comprendre, est-ce qu'au fond, les équipes de management vont vous permettre encore plus d'avoir des meilleures conditions de création ou c'est plus ça? Meilleures conditions de création, mais aussi un meilleur écosystème pour toi pour le futur. Parce que c'est pas juste faire de la musique, c'est en plus, tu crées des apps peut-être, ou tu crées un sorte de... Comme Tyler, the Creator, quand il a commencé son festival, et qui là, maintenant, c'est rendu un trend qu'un artiste qui devient big enough commence un festival. C'est pas juste en entour de musique, mais c'est un écosystème, parce que dans le festival, ils vont vendre leur merch, mais aussi, il peut commencer toutes sortes d'activation. Dans un autre brand, peut-être que l'artiste va commencer sur le side, you know what I mean? Fait que tu crées beaucoup de choses que ça fait une sorte de world que le monde peut experience. Yeah. Oui, c'est vrai. Toi aussi, tu as bâti un écosystème autour de ta musique avec le nouveau Soundbar, avec Lazy Days aussi. Alors, ça, c'est super. J'aimerais aussi parler de l'importance d'un réseau international parce que c'est très précieux au développement d'une carrière. Fred, c'est quoi qui a été déterminant pour toi pour te mettre sur la map? Bien, en fait, ça a été... J'étais vraiment focusé sur plutôt le monde que localement. C'est juste depuis quelques années, depuis que je suis revenu à Montréal, que je m'implique vraiment plus, puis je suis vraiment plus intéressé à... pas que j'étais pas intéressé à la scène locale, mais j'ai comme envie de revenir plus. C'était à l'époque aussi un grand manque de structure, puis en fait, il n'y avait pas beaucoup de choses pour nous aider. Montréal n'était pas comme ce l'est en ce moment, par exemple. Et donc, pour exister, il fallait aller ailleurs, mais c'est un peu la même chose avec les artistes électroniques aux États-Unis, donc les gens, les pionniers qui ont commencé, les gens de Détroit et Chicago, qui n'ont pas été reconnus à leur juste valeur tant que ça n'a pas été l'Angleterre et l'Allemagne qui ont fait vivre. Puis après, on peut regarder dans tous les styles de musique, tout ça, on peut aller en Jamaïque, voir comment le reggae a été aussi plus populaire à l'extérieur. Le dub est plus populaire à travers la scène de Londres, entre autres. Puis sans ça, c'est difficile d'en vivre. Puis c'est ça, nul n'est prophète dans son pays. Il y a tout ça, là, mais... Ouais. Puis là, tu t'es déplacé beaucoup, tu t'es produit à l'extérieur. Est-ce que tu as eu d'autres stratégies pour te permettre de gagner en popularité ou de te faire connaître sur les autres scènes? En fait, il n'y a pas vraiment de... C'est la présence? Oui, c'est d'être présence, d'être consistante. Tu sais, au début, tu prends tout. Tu prends tout, puis tu inities des choses, finalement, pour que les choses arrivent. Puis c'est un peu par la force des choses, mais il n'y a pas de recette, là. Non.
Puis Lunis, toi aussi, tu as eu la chance de produire sur des scènes prestigieuses à l'international. Tu as même travaillé avec Madonna. Comment tu fais aujourd'hui pour développer tes nouveaux projets à l'étranger? Puis là, je ne parle pas nécessairement juste de ta musique, parce que maintenant, tu fais aussi du branding sonore, moi je l'appelle. Yeah, who knows, but it's fun. Mais comment tu fais pour faire connaître tes projets à l'international? Puis tu m'avais parlé d'une stratégie Yeah. qui me semblait très beige, qui commence par LinkedIn. Oh, jeez! Yeah, man. Oh, gosh. C'est vraiment intéressant. OK, fait que ça, c'est comme les 30 derniers jours. J'ai complètement changé mon business model, puis c'est vraiment intéressant qu'est-ce qui se passe. Fait que, qu'est-ce que j'ai fait? J'étais allé sur mon LinkedIn. Mais avant ça, avant LinkedIn, j'ai pris le temps à travailler sur mon CV artiste. Puis, juste pour se comprendre, OK, c'est quoi que j'ai fait pendant toutes ces années-là, je suis comme, OK, cool, je peux package ça, puis ça, c'est sellable. You know what I mean? Like, OK, je peux, pitcher ça à quelqu'un, puis like, OK, OK, c'est puis legitimate. concrètement, un CV Ils comprennent. d'artiste, ça comprend, bon, j'imagine Tous les des albums, ouais, des projets. les projets d'artistique aussi, tout. Tout OK. ce qui est intéressant pour, qui aussi, c'est comme diverse, OK. qui voit que tu travailles dans toutes sortes de projets. Ça inclut-tu des compétences, les formations? Ouais. OK, Yeah, c'est ça, d'accord, compétences, awards, puis tout ça. Il y a press, tous les links, pas toutes les press. OK. Fait que j'ai fait ça en premier. Fait que là, c'était facile quand même pour moi de mettre cette information sur LinkedIn. Fait que j'ai fait ça. Mais là, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, OK, c'est quelle compagnie j'aime travailler avec, que je serais intéressé à travailler avec. Fait que je trouve une compagnie, puis la première chose que je fais, je cherche le Chief Marketing Officer, CMO. Puis si c'est pas le CMO, je cherche le Merchandising Officer ou quelque chose. Quelqu'un qui travaille avec le produit, puis c'est eux qui décident quand que ça va être dans le public. Puis là, je fais juste envoyer un connect. Mais qu'est-ce qui est drôle, c'est comme, il prend le connect, ça veut pas dire que tu es en connexion avec eux direct, mais c'est juste une affaire drôle qu'un CMO va être sur son phone, puis comme, yo, c'est qui ce Grammy nominated? Yo, je suis comme, je vends du Kleenex, je comprends pas. Mais l'affaire, c'est qu'on est tellement dans un temps confus que même les compagnies eux-mêmes sont comme, je sais pas c'est quoi le next thing. Fait que ça me donne l'opportunité de come in hot, puis être comme, yo, tu vas essayer de quoi d'intéressant? J'ai cette idée-là. Puis il y a du monde, il y a quelques compagnies qui m'ont répondu, puis on continue à parler, puis on va voir que ça va aller où. Mais le fait que c'est possible, c'est tellement drôle pour moi, mais c'est vraiment le fun parce que c'est une autre sorte d'opportunité qui s'est ouverte pour moi. Mais aussi, ça m'a fait réaliser qu'il y a toutes sortes d'opportunités. Quand tout change, il y a toutes sortes d'opportunités, financement ou de musique ou d'artistique, expression qui s'ouvrent. Mais c'est à nous d'essayer toutes sortes de choses, comme Fred Everything, you know what I'm saying? Ouais. Et Keisha, qu'est-ce que vous aimeriez voir pour favoriser la création de ponts à l'étranger? Quand on pense, vous représentez pas seulement des artistes d'ici, là, vous représentez des artistes à Chicago, vous en représentez aussi ailleurs. Qu'est-ce que vous aimeriez voir pour favoriser la création de ponts avec l'étranger? Ce que j'aimerais vraiment voir, c'est un plus grand investissement dans les programmes qui créent des connexions au-delà des frontières, comme Feminine Knox, comme Import Montréal. Ce sont des organisations qui connectent les gens, qui travaillent en coulisses, peu importe où ils se trouvent. Intéressant, fait que d'y aller avec des structures actuelles, des organisations qui existent déjà, puis d'appuyer leur travail. Intéressant. Maintenant, on connaît l'enjeu de la langue au Québec et c'est sûr que, bon, en musique électronique, c'est surtout instrumental ou anglais. Il n'y a pas beaucoup de français, mais peu importe, même en hip-hop, toi, c'était anglo aussi, là, je veux dire, ta musique, là, ouais, OK. Comment nos programmes pourraient être adaptés pour favoriser... excusez-moi. Non. Ouais, non, c'est ça. Excusez. Je vais un peu poser la même question. Tu voulais-tu rajouter quelque chose? Non, ça va? Parfait. Excuse-moi. Est-ce que... Je parle encore de l'aspect international, mais Keisha, j'aurais une autre question pour toi. D'ordre général, lorsque vous bookez des artistes de l'étranger pour se produire à Montréal, est-ce qu'ils acceptent de faire avec seulement le cachet proposé ou il faut toujours maximiser leur présence avec plusieurs dates?
Ça dépend le type d'artiste. Est-ce qu'ils sont émergés ou est-ce qu'ils sont déjà établis? Leur capacité de négocier, ça dépend sur ça aussi. Donc, s'ils peuvent négocier ou accepter le cachet qui leur convient. OK, parfait. Très bien. Maintenant, si on parle des stratégies encore de promotion, à votre avis, c'est quoi la stratégie de promotion qui fonctionne le mieux pour vous faire connaître? Eunice? Stratégie social media. Well, pour être objectif, tu ne peux pas escape social media, il faut que tu le fasses, mais il y a toujours moyen à le faire de ton façon. Spécialement aujourd'hui, je trouve comme peut-être il y a 10 ans, c'était un peu plus narrow. Pas 10 ans, peut-être 8, 6 ans peut-être. Mais récemment, je trouve qu'il y a plus de flexibilité pour être toi-même. C'est un peu surprenant, je trouve. Mais je trouve ça aussi comme positive, c'est comme, c'est bien cool. Parce que le fait, c'est que l'algorithme, le moins que je le vois, c'est que c'est innocent dans le sens que ça fait juste... Excuse-moi, est-ce qu'on parle des algorithmes médias sociaux Ouais, ou on parle ouais. de Spotify? Non, algorithmes médias parfait, sociaux, oui. ouais, parce que ça dépend sur l'algorithme que le monde va te voir, right? Mais qu'est-ce qui est intéressant maintenant, c'est qu'on dirait que l'algorithme regarde juste le volume d'engagement. Fait que c'est rendu moins qu'il faut que tu sois plus comme wow, je fais quelque chose de fou, regardez-moi, C'est rendu plus que, là, comme tu disais, consistency. C'est quelque chose comme presque à chaque semaine, je poste un beat blog ou quelque chose de même, puis ça s'amplifie. Puis quand tu comprends comment ça marche dans un sens de formula ou quelque chose, tu commences à comprendre comme OK, je peux faire n'importe quoi pratiquement. C'est juste qu'il faut que je le fasse plus constamment. Mais si c'est pas quelque chose que je veux faire, là il y a d'autres choses que tu peux comment? C'est quand même une question un peu complexe quand même. Ouais. Puis y a-t-il d'autres stratégies que vous explorez, par exemple les entrevues, les collaborations? Est-ce que c'est quelque chose qui vous permet aussi de développer votre les brand? entrevues, ça marche, mais c'est rendu plus podcast. Mais podcast, dans l'industrie de musique, c'est pas si gros que ça, comparé comme le podcast pour les comédiens et les comédiennes, C'est comme une industrie complètement différente. Quand on parle comme ça marche vraiment bien. Mais d'autres moyens pour te market dans le public, c'est comme commencer. Mais il y a beaucoup de monde qui commence leur own podcast, mais il y a beaucoup de monde qui font ça maintenant. Fait que quoi d'autre tu peux faire? Des événements réels, in real life. Parce qu'il y a un trend que je vois maintenant dans la ville de Montréal, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes artistes qui font des parties comme last minute. Pas last minute, mais ils l'annoncent le jour. Mais ils postent pas ça sur le social media, ils postent dans la rue, straight up, les posters avec un QR code. OK. Yeah. Un peu old school, mais la bonne façon. Keisha, toi, de ta compréhension de l'industrie, quelles sont les stratégies qui fonctionnent le mieux, à ton avis, pour se faire connaître? On revient l'équipe qui est autour de l'artiste. Je pense que ça prend une combinaison de plusieurs éléments qui travaillent ensemble pour soutenir l'identité de l'artiste. La presse, soutien les plateformes numériques, l'émission de radio, tous ces outils de compte. De vraiment comme pas juste y aller un canal, mais de vraiment y aller avec tous les canaux et les possibilités. Très bien. Puis Fred, toi, quelles sont les stratégies qui fonctionnent le mieux pour toi? En fait, c'est ça, je ne suis vraiment pas un spécialiste là, de tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, tout ça. Puis je trouve ça aussi pas mal overwhelming souvent de devoir faire. Mais ce que je vois des autres, puis des fois, pour moi, complètement par hasard, c'est les choses qui fonctionnent, c'est les trucs un peu plus personnels. Donc, moi, souvent, ce que je fais, c'est je fais juste remettre des flyers, tout ça. Ça fait rien, ça. Ça fait rien du tout, du tout. Le monde s'en fout. Tu sais, ah ben oui, tu sors des trucs, tu fais des gigs, on s'en fout. Mais dès que tu fais quelque chose où est-ce que tu parles au monde, ou tu as un post qui est juste un peu plus personnel, tout de suite, boum, tu as beaucoup. Puis c'est ça, c'est que les gens veulent...
pense, connaître la personne en arrière de la musique. Ça les intéresse plus. Puis en fait, c'est vrai que c'est plus intéressant. Mais le côté plus DIY je pense qu'il est plus apprécié que le côté très léché. Ça te permet de garder ta communauté engagée, de ce que je Puis, comprends. par exemple, il y a les gens qui font ça maintenant, là, ils vont faire un post mettons, ils vont mettre tous leurs flyers de la semaine ou du mois, mais ils se mettent un selfie en première. Ouais. Parce que apparemment que c'est l'algorithme, même ça, je ne sais pas trop. Mais... Ouais. Lunis, tu voulais réagir? Une autre chose qui est intéressante, c'est le comment section. Je sais qu'il y a du monde qui ont peur du comment section, mais je te dis que c'est vraiment utile parce que c'est le moyen que tu peux avoir un signal direct de demand. You know what I mean? C'est comme tu fais quelque chose, tu le postes, tu regardes si le monde aime ça ou non. C'est pretty straightforward. OK. Yeah. La section commentaires, ouais, c'est... Yeah. Fait que c'est comme, un bon caractère. c'est un moyen d'avoir du feedback immédiat pour voir, OK, tout le monde aime spécifiquement ce track. Fait qu'il faut que je le sorte. You know what I mean? Fait que, mais aussi, tu communiques avec eux pour eux, ils soient, so they feel qu'ils sont involved. Right? C'est comme, oh man, j'ai dit que j'ai aimé ce track, puis il le release. Fait qu'on est comme une communauté, we like this, and he listen. You know, c'est comme cette dynamique. Ben, c'est vrai que, par exemple, j'en fais presque plus, mais avant, je faisais toujours ça. Quand je faisais un projet, un remix, une track, n'importe quoi, je filmais un petit truc rapidement. Le monde adorait ça. Je le fais plus, je ne sais pas pourquoi, là, mais parce que j'ai pas vraiment de stratégie, puis j'ai pas de management, ni rien. Mais ça, les gens aiment beaucoup plus ça que mettre une image still ou même animée avec ta track finie et masterée qui sort. Il y a une autre Ben oui, vas-y, je t'en prie. Ça, c'est une autre chose qui est intéressante que j'ai rencontré récemment, c'est que quand tu annonces une date, on dirait que ça n'a pas le même impact. Mais si tu n'annonces pas de date, comme disons, j'ai une chanson qui sort le 2 novembre. OK, non, ça ne hit pas. Mais si tu dis, j'ai une chanson qui va te faire pleurer, oh, là, c'est une autre chose. Ça, c'est la communication maintenant. OK. Pas de date. Parce que la raison pour, c'est que quand tu le postes, ça reste sur Internet. Fait que la prochaine génération, l'algorithme peut le repush. Puis la next generation va voir, oh, une chanson qui va me faire pleurer, cool. Mais s'ils voient une chanson le 2 novembre, 2025, c'est 2036. I don't care. Intéressant. J'aime ça, l'empathie derrière tout ça, puis aussi l'intemporalité. Mais là, tu sais, je vous entends, là, on parle de médias sociaux, là, mais plusieurs ont une relation vraiment conflictuelle avec les médias sociaux parce que produire du contenu, tu n'es pas en train de produire de la musique pendant ce temps-là. Comment vous faites pour faire la paix avec la pression de produire sur les médias sociaux? En fait, il faut juste que je me dise puis que j'aie accepté que ça fait partie de ma job. Et puis, comme n'importe quel job, il y a des choses que tu aimes, il y a des choses que tu aimes moins. Il faut juste le faire. Mais après, de commencer à vraiment faire des stratégies et puis commencer à vraiment créer du contenu spécifique, ça, je trouve ça vraiment difficile. Toi, Keisha, y a-tu des artistes qui ont fait « Hey, non, nous, t'oublies ça, on veut pas aller là. » Ce sont des artistes, so. Il y en a plusieurs qui sont très introverts. Ouais. Fait que là, pour vous, qu'est-ce que vous faites pour pallier ça? Justement, quand les artistes disent « Hey, non, nous, les médias sociaux, ça se passera pas », qu'est-ce que vous faites? Il y a des membres de l'équipe qui vont prendre des vidéos et produire du contenu pour eux. OK, vous allez continuer, vous allez en faire quand même, mais vous allez les soutenir davantage. OK. Le seul moyen que j'ai transformé mon relation avec social media, c'est avec l'empathie, c'est ça? Ouais. L'empathie parce que j'ai pris le temps pour apprendre c'est quoi le purpose de cette affaire-là. Parce que j'aime pas rester dans une sorte d'énergie comme je suis fâché. Ouais. Je vais toujours arrêter pour un moment pour dire pourquoi je suis fâché. Parce que il y a toujours moyen à comprendre, comme tu disais, à adapter puis faire quelque chose que tu aimes vraiment dans un niche ou quelque chose comme ça. Fait que apprendre plus avec c'est quoi l'affaire, c'est quoi, comme je peux dire en français, comme putting myself in the shoes of like a content creator, un influenceur, c'est quoi les travaux qu'ils font, ils ont tous appris à faire du video editing, ils ont tous appris à faire du Photoshop, ils ont appris vraiment des skills, you know what I'm saying? Puis
ça m'a fait apprendre puis respecter qu'est-ce qu'ils font. Puis là que je peux respecter, genuinely respect qu'est-ce qu'ils font, là, je peux envoyer de l'amour. Puis là, je cours, là, je suis free, je m'en vais. Et En aussi, ter- oui, vas-y, je Fred. vais juste dire, oui, il faut que tu l'utilises, puis tu ne laisses pas t'utiliser. Puis de savoir que, en fait, c'est quelque chose qui est vraiment. Il y a un côté vraiment génial d'être capable de directement communiquer avec des gens rapidement ou mettre, peu importe, faire de la promotion sur tes sorties, tout ça. Avant, ça prenait tellement longtemps, par exemple. Je me rappelle mon premier album, il fallait mettre une annonce dans DJ Magazine, on parle des années 2000, donc, puis avec les dates de tournée, mais là, il faut que tu penses comme 6 ou 8 mois à l'avance, puis il faut que tu achètes la publicité, puis tout ça. Donc maintenant, boum, on fait ça. En fait, on est un peu gâtés à ce niveau-là. Là, on dit, ben, je suis contente d'entendre vous êtes gâtés. Puis sinon, vous direz, c'est quoi la plus grande difficulté des artistes en 2025? Recomprendre que ça veut dire être un artiste et la relation entre artiste et commercial. Parce qu'il y a une sorte de convergence. C'est ça un mot, ça? Convergence? Yeah, Mhm. OK, cool. Il y a une La convergence plupart qui des se mots en passe en français ce et en moment. anglais se C'est ressemblent comme tellement. All right, ça work. C'est vraiment intéressant maintenant. Il y a des institutions qui sont plus intéressées à faire des choses artistiques au point que c'est expérimental parce qu'ils ont besoin d'aide à être différents dans une industrie qui a beaucoup d'informations et beaucoup de compétiteurs. Fait que ça, c'est une affaire. That's it. Fred? En fait, ben, je dirais pas nécessairement pour moi, mais pour les artistes émergents, ça doit être vraiment difficile de se faire connaître parce que c'est une mer de musique et encore plus avec l'intelligence artificielle en ce moment où est-ce qu'il y a plein de musiques qui se ramassent dans des playlists, par exemple sur Spotify, qui sont faites par l'intelligence artificielle ou par des gens qui le font, mais juste avec des instructions, tout ça. Donc, il y a énormément de musique. Et puis, comment tu fais pour te démarquer? Puis en fait, c'est vraiment le moment d'être le plus unique, puis d'essayer d'être le plus humain dans notre art, parce que sinon, ben, on va être des sous-produits de ce que l'intelligence artificielle fait. Finalement, si on copie d'autres gens. Donc, il faut vraiment y aller personnellement, puis il faut persévérer, puis croire en sa propre voix. Quelles solutions vous voyez qui sont possibles pour pouvoir tirer son épingle du jeu de cette abondance de contenu, de musique qui est disponible à travers le monde? Il y a une abondance de musique, mais je pense, ben, tu peux me corriger, je pense pas qu'il y ait une abondance de communauté. De Communauté, un community? communauté? Ouais. Je dis ça parce que quand j'ai commencé comme artiste de musique, la première chose que j'ai fait, pas fait, mais que j'étais parti d'un club night, un community d'artistes. Fait que disons que tu es un beat maker, peut-être c'est utile de join Loop Sessions. You know what I'm saying? Be part of Loop Sessions community. You know, like des communautés qui sont artistiques. Ouais. Parce que je te dis, ça c'est unique. Ça c'est, tu peux pas replicate ça parce que c'est humain et tu peux pas quantify. C'est quoi le mot en français comme quantify, Quantifier. calculer ou quelque chose de même? Ouais. Ouais, c'est Quantifier. ça, c'est ça. C'est trop complexe. C'est trop complexe pour un ordinateur avec des 1 et des 0 pour calculer ça. Quand on se regarde maintenant, c'est une sorte d'énergie. Commence avec ça. Commence avec l'énergie de communauté parce que tu vas tout t'aider entre un. Puis c'est quelque chose, peut-être tu peux avoir sur Internet, mais pour moi, c'est plus une simulation d'une communauté sur Internet. Développer ses Ouais. relations, de revenir. Check c'est quoi aux les événements qui se passent. Il y a Ouais. beaucoup, tellement. Dans le temps qu'on faisait des productions de musique, il n'y avait pas vraiment de groupe dans le même, comme des get-together, puis on fait des beats, puis on parle. Il y a comme World Creation Studio aussi. Eux autres sont cool. Ils font une affaire qui s'appelle tu t'assois, puis tu shows des démos, puis tu parles, tu get du feedback. Ça, c'est quelque chose qui, pour moi, je trouve plus de valeur que ce que tu peux faire sur Internet. Ça revient au local, à la présence locale. On est humain, Ouais. ça va être toujours dans le même. Ouais. Ouais.
Et Keisha, qu'est-ce que tu aimerais voir aussi comme solution pour favoriser le développement de carrière? Puis je pense aussi plus précisément aux personnes racisées. Parce que vous représentez aussi des communautés noires, communautés racisées avec Fort Agency. Et ça prend plus de la diversité dans ces équipes, plus de femmes, plus de personnes racisées qui pourraient être dans les in the same rooms. De faire l'effort, le conscient, d'aller chercher, comme j'ai besoin de personnes, des personnes, bien finalement, des personnes qui ne correspondent pas aux normes et à la majorité des personnes entre nous. En tout cas, vous avez compris. Merci pour l'effort, Joanie. Très bien. Alors, ça conclut notre panel pour les artistes. Merci beaucoup, tout le monde. Ça conclut notre journée, notre 5e édition de Montréal au sommet de la nuit. Merci beaucoup.